De manière générale, l'orgueil est perçu comme quelque chose de mauvais par la société. C'est d'ailleurs l'un des 7 péchés capitaux, selon la religion chrétienne. Le hic, c'est que l'orgueil n'est ni bon ni mauvais. Qu'on le veuille ou non, il existe des choses dans la vie qui ne peuvent être automatiquement placées dans la case binaire. Il n'y a pas que du blanc, il n'y a pas que du noir, il y a aussi du gris. On sait tous que tuer, c'est mal. Et oui, c'est un crime d'ôter une vie. Mais si tu dors paisiblement dans ta maison et qu'un voleur vient te réveiller pendant la nuit et te menace de lui donner tout ton argent, ou il te descend toi et toute ta famille, dans le scénario où tu réussis à prendre ton fusil dans la table de chevet et à lui tirer dessus, s'il meurt, tu n'iras pas en prison. Pourtant, selon la loi et les règles humaines, tuer c'est mal et tu as ôté une vie. Mais tu continueras paisiblement la tienne car tu auras été dans une situation de légitime défense. De même, avec une pioche, tu peux soulever de la terre et planter des graines pour nourrir des gens ou la planter dans la tête de quelqu'un et lui faire du mal. Tu l'auras compris, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Tout dépend des raisons pour lesquelles on le fait et comment on le fait. Ce n'est pas parce que la civilisation humaine prend un malin plaisir à agir généralement de la mauvaise manière en utilisant certaines choses ou comportements que cela fait automatiquement d'elle des choses néfastes. Tout dépend de notre manière d'en faire usage. Tout dépend de la capacité de chaque individu à savoir nuancer et faire preuve d'une réflexion avancée. Mais faire preuve de nuance est un exercice qui fait énormément défaut à l'humanité. Bon nombre de choses sont à tort catégorisées de péjoratives et inversement. Imaginons que tu veuilles venir en aide à des gens autour de toi ou peut-être même améliorer les conditions de vie de tes proches et de ta famille. Le hic, c'est qu'un pauvre ne pourra jamais venir en aide à un autre pauvre. Donc tu choisis de changer ta situation et de devenir riche. Et de cette décision naît les problèmes car tu as déjà une routine de vie. Tu as assurément un cercle social que tu côtoies fréquemment et une famille qui nécessite ton attention. Sauf que pour devenir riche, on ne passe pas son temps à s'amuser, on le passe à travailler sur ses projets et ses objectifs. Tu te retrouveras alors dans une situation où tu devras faire preuve d'orgueil. Tu devras être orgueilleux et mettre fin à tes habituelles interactions sociales. Tu devras être orgueilleux et ignorer les gens, te centrer sur toi, ne penser qu'à toi pour mieux accomplir les objectifs que tu te seras fixés. Et dans de telles situations, les gens diront que tu as changé, que tu ne prends pas de leurs nouvelles, que tu ne leur accordes plus de l'attention, que tu t'en fous des gens et que tu ne penses qu'à toi. Donc, que tu es orgueilleux. Ton entourage et environnement ne verront ton orgueil que comme quelque chose de négatif. Pourtant, lorsque tu finiras par réussir et t'en sortir dans la vie, ce seront eux les premiers qui bénéficieront de ton succès, qui solliciteront ton aide et pour lesquels tu seras le plus bienveillant. Tu l'auras compris, on ne parlera pas ici de l'orgueil d'un point de vue de narcissisme, mais plutôt d'un point de vue de confiance en soi, d'arrogance et d'égoïsme. Car oui, tu devras être égoïste et faire preuve d'autosuffisance pour devenir riche. Et de cette assertion naît la difficulté, car l'être humain est un animal social. On s'interroge alors, pourquoi devrais-tu devenir orgueilleux? Pourquoi est-il nécessaire pour un individu qui souhaite devenir riche d'être égoïste et en quoi cela lui est bénéfique? L'orgueil se définit comme étant une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur ou dépend de la considération due à autrui, avec pour synonyme proche l'arrogance ou l'égoïsme, qui est également un attachement excessif à soi-même, faisant que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. En bref, tu ne penses qu'à toi et n'en as rien à faire des autres. Bon, mettons directement les points sur les i. Nous sommes tous de manière générale des individus orgueilleux. L'être humain dans sa nature a toujours été un vivant égoïste, donc tu n'as pas besoin de le devenir puisque tu l'as toujours été. Et si tu te demandes pourquoi la perception que tu as de la société est différente de celle que je dépeins, c'est simplement parce que tu vis dans un monde d'hypocrisie. Les gens font semblant d'être humbles, ils font semblant d'être modestes, ils font semblant d'être gentils. Bien sûr, pour les rares êtres humains qui sont réellement gentils, comme je l'ai souligné, rares, c'est une espèce en voie de disparition. Car même en parlant de gentillesse, on pourrait le faire indéfiniment puisque la seule et unique vraie gentillesse, c'est le fait d'agir de manière bienveillante sans aucune intention inavouée ou cachée, pour simplement faire plaisir à autrui. Or, de manière générale, les gens agissent soi-disant par gentillesse, mais en réalité elles se disent
Si je suis gentil avec elle, elle sera gentille avec moi, ou elle devra être gentille avec moi. Dans cette situation apparaît le principe de réciprocité ou encore une manipulation subtile pour obtenir des autres ce que l'on attend d'eux de manière détournée. Ne parlons même pas de ceux qui soi-disant s'associent à des organisations caritatives et font des dons en pensant fermement être de bonnes personnes, mais le font en réalité pour s'acheter une bonne conscience ou se mentir à elles-mêmes en se disant que ce sont des êtres humains bienveillants. Dans ce monde, aucune soi-disant gentillesse n'est désintéressée. Enfin bref, tu l'auras compris, tout le monde est égoïste, mais tout le monde fait semblant de ne pas l'être car la société dit que c'est mal de l'être. On sauve les apparences. Or, de cela naît un paradoxe. Observons les individus en société. De manière générale et indiscutable, toutes les personnes qui sont les plus attractives, celles que l'on respecte le plus, celles qu'on admire, celles qu'on veut devenir, celles qu'on veut le plus fréquenter, sans exception, elles ont toutes un déterminant commun. Elles sont orgueilleuses, que ce soit des célébrités, des sportifs de haut niveau, que ce soit des dirigeants, des chefs d'entreprise, des leaders ou simplement des amis et personnes que l'on fréquente habituellement ou occasionnellement. Elles sont toutes égoïstes, mais c'est pourtant elles qui sont les plus attractives. J'explique. Les gens les plus attractifs et que l'on désire ressembler ou que l'on jalouse même, n'ont pas besoin qu'on les aime. Leurs émotions positives et rarement négatives ne dépendent pas de leur situation, de leur environnement ou même du comportement des autres à leur égard. Ils sont en paix avec eux-mêmes. Ces personnes savent qui elles sont. Elles ont confiance en elles et ne se définissent pas à travers ce que l'on dit ou pense d'elles. Elles sont égoïstes car elles sont enracinées profondément en elles-mêmes. Elles sont pour la plupart sereines, toujours joyeuses et heureuses. Les gens les plus attractifs sont complets car ils ont compris, car ils sont conscients que leur bonheur et bien-être viennent de l'intérieur et ne dépendent en aucun cas d'éléments extérieurs ou des autres. Dans la société, les gens attractifs sont orgueilleux car ils ont compris que la source de leur joie ne dépend que d'eux-mêmes. Ils n'ont besoin de rien ni personne. Ils ont une personnalité. Ils sont authentiques et n'ont aucun besoin d'acceptation, de validation ou d'appartenance au groupe, car ils savent que c'est de l'intérieur vers l'extérieur et non le contraire. Si tu as la possibilité de côtoyer ce genre de personnes qui sont fermes et fortes, plus simplement elles en ont rien à foutre et agissent de manière audacieuse, de la façon qui les semble juste, car elles sont égoïstes. Donc deviens orgueilleux, car tu ne pourras jamais donner aux autres ce que tu n'as pas toi-même. Comment peux-tu aimer et donner de l'amour si tu ne t'aimes pas toi? Comment peux-tu respecter les autres si tu ne te respectes pas toi-même? Tu ne peux savoir ce que c'est que le respect puisque tu ne te respectes pas. Donc tu traites les autres comme tu te traites en pensant les respecter. Sauf que tu n'as pas conscience que la manière dont tu te comportes, ce n'est pas ça, se respecter. Donc tu te comportes ainsi avec les autres. Tu les traites alors de manière irrespectueuse. Eux, étant conscients, s'en rendent compte et ne veulent plus te fréquenter. Tu deviens alors quelqu'un de repoussant et on te catégorise comme infréquentable car tu n'as aucun orgueil et est négligent avec toi. C'est plutôt étrange que la société nous dise qu'être orgueilleux c'est mal, puisque les plus valorisés par cette même société sont ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et pour les gentils, on n'a aucune considération. Comme par exemple si tu commets un crime. Si tu es riche, mais tu payes un dessous de table et on ne t'envoie pas en prison. Or si un pauvre commet le même crime, on ne réfléchit pas de midi à minuit, c'est la tôle directe. Contrairement à ce que bon nombre de gens pensent, les riches ne font pas des choses pour se faire voir, être simplement différents ou pour qu'on parle d'eux. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils le veulent, car ils ont compris comment le monde fonctionne et sont libres. Ils n'agissent pas pour de l'attention, encore moins celle des pauvres. Et ce n'est pas la peine de dire que les riches sont méchants. Deviens toi-même riche et tu comprendras. Dans le cas contraire, tais-toi, car les sociétés humaines fonctionnent par ordre de valeur et ceux qui en ont pour la plupart et entre autres de l'argent. Parlons de l'excès de gentillesse dans la société humaine. Par exemple, dans la période de ma vie où j'étais dans le monde du salariat, j'avais un superviseur hiérarchique, donc un patron. Et mon patron avait lui aussi des patrons qui étaient des DG et PDG de l'entreprise. Logique. Sauf que mon patron, lui,
c'était quelqu'un de trop gentil. Si tu travailles dans nos entreprises, tu sais déjà où je veux en venir. Donc, les dirigeants de l'entreprise et une grande majorité des collaborateurs, tous le traitaient de manière irrespectueuse, dégradante, l'humiliaient, lui marchaient dessus et manifestaient à son égard un comportement purement hypocrite et de faux semblants. Bien sûr subtilement, mais pas tous. En clair, on le traitait comme une merde. Le plus étrange, c'est que c'était un employé pilier et très important dans l'entreprise. En passant, c'était un grand groupe avec un chiffre d'affaires avoisinant les 17 millions par année et une centaine de salariés. Enfin, pour les locaux où je bossais à Paris. S'il choisissait de se barrer, les dirigeants auraient eu énormément de mal à recruter quelqu'un d'aussi compétent que lui à son poste et selon les conditions qu'il lui imposait. Sauf que c'est quelqu'un de trop gentil. Et ça, l'administration le savait. Je t'explique. De façon générale, les gens trop gentils ne sont pas bien traités et se font marcher dessus dans la société car ils n'ont aucune personnalité. Ils veulent tout le temps faire plaisir aux autres, ne savent pas s'affirmer, n'ont pas confiance en eux pour certains et ont un énorme besoin d'acceptation pour d'autres. Ils ne savent pas se faire respecter et n'utilisent leurs compétences sociales volontairement ou non que d'une manière qui pousse les autres à les soumettre, à les exploiter ou à mal les traiter. Comme l'a dit Charles Darwin, l'homme actuel est issu de l'évolution et de la sélection naturelle. Donc le cerveau humain choisit le chemin le plus court et associe directement l'excès de gentillesse à la faiblesse. Donc si tu te demandais pourquoi dans ton environnement, dans ton travail ou même dans ton cercle social, ceux qui sont trop gentils sont en bas de l'échelle et pourquoi les autres font tout ce qu'ils veulent d'eux, c'est simplement parce qu'on les considère comme faibles. Et ils le sont. Comme le dit si bien Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Et les personnes trop gentilles sont des belles petites brebis dans un monde de loups. Du coup, mon patron se faisait exploiter, se faisait même surexploiter par l'entreprise et ne posait aucune limite. En bon samaritain, j'avais beau lui faire prendre conscience de sa situation déplorable, même s'il en avait déjà conscience, il ne voulait en tenir compte. Prétextant que même si on le traitait de manière inadmissible dans cette entreprise, il existe pire ailleurs et qu'il préférait y rester. Même s'il avait peut-être raison et qu'ailleurs ça peut être pire, tout problème possède forcément une solution. Même en lui faisant remarquer qu'il était extrêmement compétent et qu'il pouvait se lancer en indépendant, comme une réelle possibilité de solution à son problème, il préférait rester dans sa situation où on lui traitait de manière affligeante. J'explique. Le hic avec l'être humain, c'est que le changement lui est difficile. Personne ne veut réellement changer. Les gens aiment leur zone de confort, quand bien même elle ne serait pas réellement confortable, comme dans le cas présent. C'est pourquoi il est conseillé de s'éloigner des gens toxiques, car ils sont malheureux, s'autodétruisent, ne ressentent que la désolation, ajoutent à cela plein d'autres comportements et sentiments négatifs, et ne désirent que tout soit comme eux autour d'eux. Après avoir tout fait pour sauver quelqu'un qui se noie, on lâche l'affaire, car à force de vouloir aider une personne toxique, on finit par sombrer à sa place. Parfois elle-même s'en sort, mais nous, non. Dans cette même anecdote, le temps passa et on embauchait des alternants dans notre service. C'étaient des jeunes, 3 alternants ayant entre 19 et 25 ans. Ce n'est pas une généralité, mais quand on est jeune, habituellement, on est débile. Enfin, on n'a pas la maturité et ne réfléchit pas assez. Raison pour laquelle dans le monde de l'emploi, ils se font facilement et généralement exploiter. Donc, mon patron, le monsieur trop gentil qui subit un mauvais traitement de manière générale dans la société, se met à son tour à exploiter les alternants, ses subordonnés. Un exemple. Un jour, nous étions tous au restaurant pendant la pause déjeuner. Un des alternants commença à nous dire qu'il prendrait désormais ses week-ends pour commencer à voyager et aller par exemple aux Pays-Bas, comme il n'avait jamais visité. En entendant cela, mon patron, enfin mon ex-patron, sachant que lui il n'a pas cette liberté et que parfois il travaille même les week-ends selon les ordres qu'il reçoit et besoin de l'entreprise, il demande à l'alternant « Est-ce que tu as lu ton contrat ?» Une fois. Il me regarde. Il sait très bien que je suis perspicace comme individu. Il se retourne vers l'alternant et lui redemande « As-tu lu ton contrat de travail ?» Une deuxième fois. Il se retourne encore vers moi et me regarde. Il essaye de me sonder et de savoir s'il peut faire sa manœuvre devant moi.
Il se demande si je vais expliquer à l'alternant qu'il se fait douiller. Et se retourne une dernière fois vers l'alternant. Lui demande à nouveau: as-tu lu ton contrat? L'alternant répond non, qu'il ne l'a pas lu. Il l'a juste signé quand on le lui a remis. Mon patron réplique alors sans scrupule: dans ton contrat de travail, il est écrit que tu ne peux pas quitter la région d'Île-de-France et te rendre indisponible même les week-ends. S'il y a un problème et qu'on a besoin de toi pour une intervention, tu dois toujours être dispo. Donc les voyages, c'est mort. L'alternant acquiesce et les conversations continuent. Bien sûr, c'était un mensonge nullement stipulé dans le contrat. Aucun contrat de travail ne porte de tels termes. Ce qui explique pourquoi il lui demanda d'abord s'il l'avait lu. Évidemment, je me suis tu, car parler n'aurait servi à rien. À maintes reprises, j'avais déjà fait prendre conscience aux alternants qu'ils se faisaient exploiter. Ils n'ont jamais voulu écouter et poser leurs limites. La vie est bien plus dure quand tu es bête. Répliquant qu'ils ont besoin de cette alternance, donc ils se laissent faire. Et ceci, et cela, et tout ci, et tout ça. Et pour mon ex-patron, peu importe toutes les raisons qui lui poussaient à avoir un tel comportement à l'égard de ses subordonnés, en résumé, cela ne servait que ses propres intérêts. Il était orgueilleux, même lui, qui est pourtant trop gentil. Face à cette situation, en découle une réflexion. De manière générale, c'est habituel d'observer le fort opprimer le faible. C'est dans la loi naturelle des choses. Mais dans ce cas, mon patron, lui, c'est quelqu'un de faible. Il se fait humilier et subit de la souffrance par les autres et leur mauvais traitement. Donc il connaît la douleur que l'on ressent lorsqu'on se fait exploiter. Alors comment lui, qui comprend aussi bien cette situation, sans vergogne inflige la même souffrance qu'on lui fait subir à plus faible que lui? Le cas présent, les alternants. C'est plutôt rationnel que l'opprimé se rebelle contre son oppresseur. Mais qu'un opprimé s'en prenne à un autre opprimé, c'est irrationnel, c'est insensé. Tu l'auras compris de cette petite expérience de vie parmi tant d'autres, l'humanité a pris l'habitude de faire toujours les mauvais choix. Les êtres humains sont tous égoïstes. Ce n'est pas que l'image de la société et de la nature humaine qui est mise en avant ici est généralement pessimiste et négative. Non, ce monde est présenté de façon factuelle et réaliste. Si ça te déplaît, change de monde. La morale à retenir ici est que rendre le mal par le mal est inutile et ne te rendra jamais heureux. Tu seras bien plus considéré si tu es capable de rendre le mal par le bien, car cela est bien plus difficile et en plus, tous font facilement l'inverse. Si tu aspires à être meilleur que les masses, ne fais pas les mêmes erreurs qu'eux. Aussi, c'est nous et nous seuls qui donnons aux autres et à toutes choses le pouvoir de nous soumettre. Si tu es faible, c'est parce que tu as choisi d'être faible. Si tu es débile, tu as également fait ce choix. Durant tout le temps que j'ai passé dans cette même entreprise, jamais personne n'a osé ou tenté de manifester un comportement désagréable à mon égard. Pourtant, pour mon collaborateur le plus proche et les alternants, ce n'était pas le cas. Donc toutes les fois où il t'est dit de travailler sur toi se justifie raisonnablement. Tu l'auras compris, dans ce monde c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, advienne que pourra, de toi j'en ai rien à foutre. La société t'a dupé. Faudrait arrêter d'appliquer toutes ces règles débiles à la lettre. C'est comme le christianisme où il est dit: si on te gifle à la joue droite, donne ta joue gauche. Sors de chez toi, va dans une église et gifle un chrétien à la joue droite. Tu verras s'il te donne sa joue gauche. Pourtant c'est écrit dans la Bible. Il te faudra faire preuve de nuance et devenir orgueilleux. Tout ceci dit, comment ton orgueil peut-elle te rendre riche? Déjà comprends que tu ne dois en aucun cas vivre ta vie pour faire plaisir aux autres, pour plaire à ta famille ou à ton environnement. Tu n'as qu'une seule vie et c'est la tienne. Personne d'autre que toi ne doit définir ton identité. De là naît la préoccupation, car lorsque tu deviens enfin conscient, aspire à changer ta situation et deviens ambitieux, indiscutablement ton environnement te sera hostile. On te dira tu n'y arriveras jamais, personne ne l'a jamais fait. Tu te prends pour qui? Tu veux montrer quoi? Tu as changé, c'est impossible, reste à ta place, tais-toi, et bla bla bla. Leurs comportements seront tout à fait normaux, car ils sont tous banals, et cela te fera encore plus mal, car c'est des êtres que tu considères chers à ton cœur. Là,
Tu devras être orgueilleux et tous les tenir tête. Tu devras être égoïste et penser à ton bien-être. Tu devras avoir confiance en toi. N'écouter personne d'autre que toi. Trouver la force et le courage de t'éloigner d'eux. Être seul. Te concentrer sur les objectifs que tu te seras fixés et tous les prouver qu'ils se trompaient. Seule ta patience, ta persévérance et ton audace feront la différence. N'oublie pas que c'est ta vie. Tu ne pourras jamais prendre soin de tes proches si tu ne peux même pas prendre soin de toi. Tu ne peux sauver le monde si tu ne peux te sauver toi. Seul un être l'a fait et ce n'était pas un mortel, c'était le divin. Donc tout commence par toi. C'est bien plus judicieux d'ignorer tes proches qui demandent ton attention et devenir riche pour ensuite la leur redonner et améliorer par la même occasion leurs conditions de vie. Devenir orgueilleux te permettra de devenir riche, de ne plus te laisser marcher dessus. Attention, tu n'es en aucun cas incité à devenir méchant. La cruauté gratuite ne sert à rien, c'est juste immoral. Le plus dur sera de savoir intellectuellement faire preuve de nuance et manifester comme il se doit ce comportement en fonction des nécessités. Ni trop d'orgueil, ni trop d'humilité et de gentillesse. Car être orgueilleux pour garantir son bien-être et assurer son intégrité, ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement de la légitime défense. Tu l'auras compris, ce n'est ni bien ni mal d'être orgueilleux. Ne manifeste pas ce comportement à tout va sans réfléchir. Tu te mettras simplement tout le monde à dos et n'arriveras au final à rien. Ça va nuancer et quand en faire usage t'est primordial. Bien évidemment, nous devons aussi de faire preuve de nuance. Je te rassure, qu'il soit fort ou faible, riche ou pauvre, il existe encore d'authentiques êtres humains bienveillants. En parallèle à l'anecdote de l'entreprise et de manière générale. Chaque individu est libre de mener son existence comme il la conçoit et suivre sa voie. Alors, es-tu sûr d'avoir bien choisi la tienne ?